À plus de 21 milliards de kilomètres de l'endroit où vous êtes assis en ce moment, une machine construite avant la naissance de la plupart d'entre vous continue de murmurer vers la Terre. Son signal est si faible, si incroyablement faible, qu'il équivaut à environ 1 milliardième de watts quand il arrive jusqu'à nous. Pour vous donner une idée, c'est des milliards de fois plus faible que l'énergie d'une montre à quartz. Et pourtant, on l'entend encore. Cette machine, c'est Voyager 2, lancée en 1977. 49 ans de voyage, 49 ans sans réparation, sans mise à jour, sans une seule main humaine posée sur elle. Mais voilà le problème. Ce que Voyager 2 a détecté là-bas, à la frontière du vide interstellaire, ne correspond pas à ce que les modèles prédisaient. Pas du tout. Les données sont réelles. Elles ont été vérifiées, publiées, revérifiées. Et elles suggèrent quelque chose de troublant. La bulle protectrice qui entoure notre système solaire ne se comporte pas comme une frontière. Elle se comporte comme quelque chose de vivant. Quelque chose qui respire, qui fuit, qui laisse passer des choses dans les deux sens. Et attendez, parce que ce n'est même pas la découverte la plus étrange. Récemment, des chercheurs de la NASA ont rouvert de vieilles données de Voyager 2, des données dormantes depuis presque 40 ans. Et ce qu'ils y ont trouvé a forcé les scientifiques à réécrire ce qu'on croyait savoir sur une planète entière de notre propre système solaire. Ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, ce n'est pas de la science-fiction. Chaque chiffre que je vais citer est vérifiable. Et croyez-moi, la réalité, ici, est plus vertigineuse que n'importe quelle fiction. Et ce que les scientifiques ont découvert ensuite est encore plus déroutant. Alors, commençons par ce que tout le monde croit savoir. Si vous demandez à n'importe qui ce qu'est Voyager 2, on vous répondra probablement « Ah oui, c'est la sonde avec le disque d'or, celle qui a quitté le système solaire. » Et c'est vrai. Enfin, à moitié vrai. Et c'est justement cette moitié manquante qui rend toute cette histoire fascinante. D'abord, un détail que presque personne ne connaît. Voyager 2 a été lancé avant Voyager 1. Oui, vous avez bien entendu. Le 20 août 1977, 16 jours avant sa jumelle. Pourquoi ce nom alors ? Parce que Voyager 1, lancé après, empruntait une trajectoire plus rapide et devait dépasser sa sœur en route. Les ingénieurs ont nommé les sondes en fonction de leur ordre d'arrivée à Jupiter, pas de leur ordre de départ. Et c'est le genre de détail qui vous fait gagner des quiz, ça. Deuxième idée reçue. On pense que les deux sondes ont fait le même voyage. Faux. Complètement faux. Voyager 2 est, encore aujourd'hui, en 2026, la seule machine humaine à avoir survolé Uranus et Neptune. La seule. Personne d'autre n'y est jamais retourné. Tout ce que vous avez vu comme photo rapprochée de ces deux mondes vient d'elle. D'une machine avec moins de mémoire qu'une clé USB des années 2000. On parle d'environ 69 kilooctets de mémoire. Votre smartphone en a des millions de fois plus. Et troisième idée reçue, la plus importante, on croit que sortir du système solaire, c'est franchir une ligne, comme passer une frontière sur une carte. On imagine un panneau. Vous quittez le système solaire, merci de votre visite. Pendant des décennies, les scientifiques eux-mêmes ont plus ou moins pensé comme ça. Ils imaginaient l'héliopause, la frontière où le vent de notre Soleil s'arrête face au milieu interstellaire, comme une membrane relativement nette. D'un côté, chez nous. De l'autre, le grand vide entre les étoiles. Mais quand Voyager 2 a réellement franchi cette frontière, le 5 novembre 2018, à 119,7 unités astronomiques du Soleil, soit environ 18 milliards de kilomètres, ces instruments ont renvoyé des mesures qui ont fait froncer beaucoup de sourcils au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. La frontière existait, oui, mais elle ne ressemblait à rien de ce qu'on avait prédit. Pendant des décennies, on pensait avoir compris et une série d'anomalies allait tout remettre en question. Mais avant d'en arriver là, il faut que je vous montre le premier indice. Parce que tout commence par un instrument. Un seul. Un instrument cassé sur une sonde et intact sur l'autre. Et honnêtement, c'est mon moment préféré de toute cette histoire. En 2024, une équipe menée par des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory décide de rouvrir les archives du survol d'Uranus par Voyager 2. Des données de janvier 1986, 38 ans d'âge. Des données que tout le monde pensait avoir comprises depuis longtemps. Pourquoi les rouvrir ? Parce que depuis 86, Uranus était une énigme gênante. Lors du survol, Voyager 2 avait mesuré une magnétosphère bizarre, quasiment vide de plasma, avec des ceintures de radiation étonnamment intenses,
et un champ magnétique incliné d'environ 59 degrés par rapport à l'axe de rotation. Une planète qui, en plus, roule sur le côté, avec un axe basculé à environ 98 degrés. Un monde absurde. Pendant presque 4 décennies, tous les manuels ont décrit Uranus à partir de ces quelques heures de mesure. Et là, la découverte. Celle qui justifie le mot « inimaginable ». En réexaminant les données du vent solaire autour de la date du survol, les chercheurs ont réalisé que Voyager 2 était arrivé au pire moment possible. Quelques jours avant le passage, une bouffée de vent solaire inhabituellement violente avait frappé Uranus, comprimant sa magnétosphère de façon spectaculaire et chassant le plasma qui s'y trouvait normalement. Selon l'étude publiée dans Nature Astronomy en 2024, des conditions pareilles ne règnent qu'environ 4% du temps. Vous réalisez ce que ça veut dire? Pendant 38 ans, on a décrit une planète entière, à partir d'une photo prise pendant une tempête. C'est comme juger le climat d'un pays en y passant une seule journée, le jour d'un ouragan. Cette découverte a complètement changé la manière dont les scientifiques voient Uranus. Sa magnétosphère vide, probablement un état temporaire. Et surtout, il y a une conséquence énorme pour ces lunes, notamment Titania et Oberon. Si la magnétosphère est normalement plus grande et plus remplie qu'on le croyait, alors ces lunes pourraient baigner dedans et d'éventuels océans souterrains sous leur glace redeviennent des cibles crédibles dans la recherche de mondes habitables. Une machine de 1977, avec ses données d'archives, venait de relancer la chasse aux océans cachés. 49 ans après son lancement, Voyager 2 faisait encore des découvertes, sans même le savoir. Et pendant ce temps, le télescope spatial James Webb pointait ses instruments vers Uranus et révélait des tempêtes, des anneaux d'une netteté incroyable, une atmosphère bien plus dynamique que le monde mort, photographié en 86. Hubble, de son côté, surveillait depuis des années les saisons uranusiennes. Chaque saison y dure 21 ans. Tout convergeait vers la même conclusion. Nous n'avions jamais vraiment vu Uranus. Nous avions vu Uranus un mauvais jour. Mais alors, si nos certitudes sur Uranus étaient bâties sur un malentendu vieux de 40 ans, combien d'autres certitudes issues de survols uniques sont elles aussi des instantanés trompeurs? C'est la question qui empêche certains planétologues de dormir, et elle nous amène directement à la partie la plus inconfortable de cette histoire. Parce que voilà où nous en sommes vraiment, en 2026. Nous avons des modèles de l'héliosphère, plusieurs même. Certains la décrivent comme une comète avec une longue queue. D'autres, appuyés par les données de la mission Cassini et de la sonde IBEX, suggèrent une forme plus ronde, presque un croissant. D'autres travaux évoquent carrément une forme de croissant à 2 lobes. Une bulle? Une comète? Un croissant? On ne sait pas. Sérieusement. On ne connaît même pas la forme de la structure dans laquelle nous vivons tous. Aucun modèle ne correspond parfaitement aux observations. Chacun explique certaines mesures des Voyager, d'IBEX, de New Horizons, et échoue sur d'autres. Le plasma trop chaud, la pression trop forte, le champ magnétique aligné, chaque anomalie a des explications candidates, aucune n'a d'explication définitive. Et le plus frustrant, nos 2 seuls témoins directs sont en train de mourir. Les instruments de Voyager 2 s'éteignent un par un pour économiser les derniers watts. Les estimations les plus optimistes parlent des années 2030 pour la fin des données scientifiques. Après ça, plus rien. Aucune autre sonde n'est en route vers l'espace interstellaire. La mission Interstellar Probe, proposée par des scientifiques, mettrait des décennies rien qu'à atteindre la frontière, même si elle était lancée demain. Autrement dit, quand les Voyagers se tairont, l'humanité redeviendra aveugle au-delà de sa propre bulle. Peut-être pour une génération entière, peut-être plus. Il y a quelque chose de vertigineux à réaliser ça. Les réponses aux questions ouvertes par Voyager 2 n'arriveront sans doute pas de notre vivant à tous. Alors laissez-moi terminer avec une image. Quelque part dans le noir, à 21 milliards de kilomètres, une machine de 800 kg file à plus de 15 km par seconde. Elle porte un disque d'or, avec le chant d'une baleine, un battement de cœur humain, de la musique de Bach et de Chuck Berry, et des salutations en 55 langues. Dans quelque chose comme 40 000 ans, elle passera à environ 1 année-lumière et demie d'une petite étoile nommée Ross 248. Elle survivra à nos villes, à nos langues, probablement à notre espèce. Ce sera, un jour, la plus vieille chose que l'humanité ait jamais fabriquée et qui existe encore. Et cette machine nous a appris une leçon étrange. Chaque fois qu'elle a franchi une frontière,
Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, l'héliopause. Ce qu'elle a trouvé de l'autre côté ne ressemblait pas à ce qu'on avait prédit. Pas une seule fois. Le plasma était trop chaud, le champ était aligné, la frontière respirait. La planète avait été vue un jour de tempête. Alors, posez-vous la question, sincèrement, si nos modèles se sont trompés à chaque frontière franchie, que trouverons-nous à la prochaine? Qu'est-ce qui nous attend dans le milieu interstellaire profond, là où aucun instrument humain n'a jamais mesuré quoi que ce soit? Peut-être que les anomalies de Voyager 2 ne sont pas des exceptions. Peut-être qu'elles sont une clé, la preuve que l'univers, à chaque échelle, est plus étrange, plus dynamique et plus vivant que nos équations. Et peut-être que la plus grande découverte de cette sonde de 49 ans, ce n'est ni une frontière, ni une planète, c'est de nous avoir montré, encore et encore, à quel point nous ne savons pas. Si cette histoire vous a donné le vertige autant qu'à moi, dites-le moi en commentaire. Et dites-moi surtout quelle frontière vous voudriez qu'on franchisse ensuite. Parce que là-haut, dans le noir, une vieille machine continue de murmurer. Et tant qu'on l'écoute, le voyage n'est pas fini. Bon, maintenant que vous avez la vue d'ensemble, laissez-moi vous raconter comment tout ça a failli ne jamais exister. Parce que Voyager 2 ne devrait pas être là-bas. Cette mission est le résultat d'un coup de chance cosmique tellement improbable que, quand vous allez l'entendre, vous allez vous demander si l'univers ne l'a pas fait exprès. Nous sommes en 1965. Un étudiant en aérospatial du nom de Gary Flandreau travaille l'été au Jet Propulsion Laboratory, en Californie. On lui confie une tâche assez ingrate, calculer des trajectoires possibles vers les planètes extérieures. Du travail de fourmi, des calculs, des tables, des courbes tracées à la main. On est dans les années 60, Pas d'ordinateur portable, pas de simulation en un clic. Et en traçant les positions futures des planètes, Flandreau remarque quelque chose. Quelque chose d'énorme. À la fin des années 70, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune allaient s'aligner d'une manière très particulière. Pas en ligne droite comme dans les films, plutôt disposés comme les marches d'un escalier en colimaçon. Une configuration qui permettrait à une seule sonde de rebondir de planète en planète, en volant à chacune un peu de son élan. On appelle ça l'assistance gravitationnelle. Chaque planète devient une fronde. Chaque survol accélère la sonde et la redirige vers la cible suivante. Grâce à cet alignement, un voyage vers Neptune qui aurait normalement pris une trentaine d'années pouvait se faire en 12. Et maintenant, le détail qui donne des frissons. Cet alignement ne se produit qu'environ tous les 176 ans. 176 ans. La dernière fois que la mécanique céleste avait offert cette fenêtre, Napoléon était encore de ce monde et personne n'avait encore inventé l'ampoule électrique. Et la fenêtre s'ouvrait pile au moment où l'humanité venait tout juste, d'apprendre à envoyer des machines dans l'espace. Quelques décennies plus tôt, on n'aurait rien pu faire. Quelques décennies plus tard, la fenêtre était refermée. Vous pouvez appeler ça de la chance. Moi, j'appelle ça un rendez-vous. Mais voilà le premier retournement de cette histoire. La NASA a failli rater ce rendez-vous. Le projet initial, le Grand Tour, prévoyait 4 sondes et un budget colossal. Le Congrès américain a dit non, trop cher. Le programme a été taillé, réduit, raboté, jusqu'à devenir une mission modeste, 2 sondes, officiellement destinées à visiter seulement Jupiter et Saturne. Officiellement. Parce que dans les couloirs du JPL, les ingénieurs ont fait quelque chose de discrètement génial. Ils ont conçu Voyager 2 pour qu'elle survive bien au-delà de Saturne, et ils ont choisi une trajectoire qui gardait la porte ouverte vers Uranus et Neptune. Sans le dire trop fort. Une mission de 4 ans sur le papier, construite en secret pour durer beaucoup plus longtemps. 49 ans plus tard, elle aimait toujours. Je crois qu'on peut dire que le pari est gagné, non? Et pourtant, le 20 août 1977, jour du lancement, tout a failli s'arrêter au bout de quelques minutes. La fusée Titan Centaure s'arrache du pas de tir de Cap Canaveral. Et très vite, quelque chose cloche. Les vibrations du lancement sont si violentes que l'ordinateur de bord de Voyager 2 panique. Littéralement. Le système de protection détecte des secousses anormales et bascule tout seul en mode de sauvegarde. La sonde, à peine née, essaie déjà de se protéger d'un danger qu'elle ne comprend pas. Pendant de longues minutes, au sol, les ingénieurs fixent leurs écrans sans savoir si leur machine est en train de mourir à la naissance. Puis les systèmes se stabilisent. La sonde se calme. Elle reprend son programme.
Un vétéran de la mission racontera plus tard que cette frayeur inaugurale avait d'une certaine façon donné son caractère à Voyager 2, une machine nerveuse, prudente, qui se met en sécurité au moindre doute, mais qui ne lâche jamais. Et croyez-moi, ce caractère allait lui sauver la vie plusieurs fois. Quand je dis que la sonde émet toujours, il faut réaliser à quel point c'est absurde techniquement. Son émetteur a une puissance d'environ 20 watts. 20 watts, l'ampoule de votre frigo. Et ce signal de frigo traverse 21 milliards de kilomètres avant d'être capté par les antennes géantes du Deep Space Network. Le débit de données? Environ 160 bits par seconde pour la télémétrie. Pas mégabits, pas kilobits, bits. Charger la miniature de cette vidéo à cette vitesse prendrait des heures. Et l'ordinateur de bord? Accrochez-vous, il exécute environ 8000 instructions par seconde. Le processeur du téléphone dans votre poche en exécute des milliards. Voyager 2 est, informatiquement parlant, des millions de fois plus bête que l'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo. Et c'est cette machine-là qui a réécrit nos manuels de planétologie. 4 fois. Alors allons-y. Les 4 mondes, parce que chacun d'eux cache une pièce du puzzle. Premier monde, Jupiter, juillet 1979. Quand Voyager 2 arrive, sa jumelle est déjà passée quelques mois plus tôt et a lâché une bombe scientifique. Des volcans en éruption sur Io, une des lunes de Jupiter. Les premiers volcans actifs jamais observés ailleurs que sur Terre. Avant ça, tout le monde imaginait les lunes comme des boules de glace, mortes et criblées de cratères, des cailloux, point. Voyager 2 confirme, et en rajoute, les panaches d'Io montent à des centaines de kilomètres d'altitude. Cette petite lune est l'objet le plus volcaniquement actif de tout le système solaire. Pourquoi? Parce que Jupiter l'a pétri. Les marées gravitationnelles malaxent son intérieur comme une pâte et cette friction la fait fondre de l'intérieur. Observation, les panaches. Interprétation, le chauffage de marée. Et cette interprétation-là allait devenir une des idées les plus importantes de toute l'exploration spatiale. Retenez-la, on va la retrouver. Parce que Voyager 2 photographie aussi Europe, une autre lune, et Europe est bizarre. Lisse comme une boule de billard, presque sans cratère, couverte de longues fissures sombres qui s'entrecroisent comme des cicatrices. Une surface jeune, une surface qui se renouvelle. Et si le chauffage de marée fonctionne sur Io, pourquoi pas sur Europe? Et si, sous cette glace, ce chauffage maintenait de l'eau liquide, un océan, caché sous la glace, à des centaines de millions de kilomètres du Soleil? En 1979, c'était une hypothèse audacieuse griffonnée en marge des données. Aujourd'hui, c'est une des pistes les plus sérieuses de la recherche de vie extraterrestre, au point que la NASA a lancé la mission Europa Clipper pour aller vérifier. Et cette idée est née, en partie, dans les images d'une sonde des années 70. Vous voyez le motif qui commence à se dessiner, chaque survol de Voyager 2 plante une graine qui germe des décennies plus tard. Gardez ça en tête. C'est exactement ce qui va se reproduire avec Uranus. Mais n'allons pas trop vite. Deuxième monde, Saturne, août 1981. Le survol est un triomphe scientifique. Les anneaux se révèlent être des milliers d'annelés fins, tressés, ondulés, sculptés par des petites lunes bergères. Une complexité que personne n'avait imaginée. Et puis, juste après le passage au plus près, la catastrophe. La plateforme orientable qui porte les caméras se bloque. Coincée. Les caméras de Voyager 2 fixent le vide, incapables de viser quoi que ce soit. Au JPL, c'est la douche froide. Si la plateforme est morte, alors Uranus et Neptune, le rêve secret de toute l'équipe, sont morts avec elle. Pendant des jours, les ingénieurs reproduisent la panne sur Terre avec du matériel identique. Leur diagnostic, la plateforme a été manœuvrée trop vite, trop souvent, et la lubrification a lâché. Le mécanisme s'est grippé. Mais leurs tests montrent aussi autre chose. En manipulant le mécanisme doucement, lentement, par petits mouvements, on peut le débloquer, le soigner à distance en quelque sorte. Et c'est ce qu'ils font. À plus d'1,5 milliard de kilomètres, sans pouvoir toucher quoi que ce soit, avec des commandes qui mettent plus d'1 heure à arriver, ils rééduquent une articulation grippée. Progressivement, la plateforme se remet à bouger.
Franchement, prenez 2 secondes pour mesurer ça. Est-ce que vous arriveriez à réparer une imprimante bloquée, par téléphone, avec 1h30 de délai entre chaque phrase? Moi, je m'énerve déjà quand mon Bluetooth met 10 secondes à se connecter. Dites-moi en commentaire la réparation à distance la plus absurde que vous ayez réussi. Ça m'intéresse vraiment. La route vers Uranus était rouverte, mais Uranus, c'était un autre niveau de difficulté, et le rendez-vous allait tomber la semaine la plus noire de l'histoire de la NASA. Troisième monde, Uranus, janvier 1986. D'abord, le problème technique, et il est vicieux. À la distance d'Uranus, la lumière du Soleil est environ 400 fois plus faible que sur Terre. Photographier là-bas, c'est photographier au crépuscule profond, depuis un véhicule qui file à des dizaines de milliers de kilomètres à l'heure. Chaque image exige des pauses longues, et pendant une pause longue, tout bouge. Résultat garanti sans correction, du flou. La solution des ingénieurs est d'une élégance folle. Ils reprogramment la sonde pour qu'elle pivote sur elle-même pendant les prises de vue, exactement à la vitesse qui compense son propre mouvement. Comme un photographe qui suit un coureur avec son objectif. Une sonde conçue dans les années 70, reprogrammée en vol, 9 ans après son lancement, pour faire quelque chose que ses créateurs n'avaient jamais prévu. Ils ont aussi inventé, pour l'occasion, une compression d'images embarquée afin de faire passer plus de données dans un débit minuscule, de la mise à jour logicielle interstellaire, avant même que le mot « mise à jour » n'existe dans nos vies. Le 24 janvier 1986, Voyager 2 frôle Uranus. Elle découvre 10 nouvelles lunes d'un coup. Elle mesure ce champ magnétique délirant, incliné d'environ 59 degrés et décentré, comme si l'aimant de la planète avait été installé de travers par un ouvrier pressé. Elle photographie Miranda, une petite lune au visage fracturé, chaotique, avec des falaises de glace parmi les plus hautes connues du système solaire. Un monde qui semble avoir été brisé, puis recollé n'importe comment. Et elle mesure cette fameuse magnétosphère étrangement vide, avec ses ceintures de radiation anormalement intenses. Les données qui allaient définir Uranus dans tous les manuels pendant 38 ans. Les données dont on sait. Aujourd'hui, vous vous souvenez de la partie 1, qu'elles ont été prises pendant un événement solaire extrême qui ne se produit qu'environ 4% du temps. La photo d'un pays, le jour de l'ouragan. Mais en 86, personne ne le sait, et personne n'aura le temps d'y réfléchir. Parce que 4 jours plus tard, le 28 janvier 1986, la navette Challenger explose en direct à la télévision, 73 secondes après son décollage. 7 astronautes. Le pays est en état de choc. Les journaux qui devaient célébrer les images d'Uranus basculent tous sur la tragédie. Le plus grand triomphe de l'exploration robotique se retrouve enterré sous le plus grand deuil du vol habité, la même semaine. Des scientifiques de la mission raconteront plus tard ce sentiment étrange, presque coupable, tenir entre leurs mains les premières images d'un nouveau monde. Dans un bâtiment où tout le monde pleurait, Uranus n'a jamais eu son moment de gloire. Et je me demande, c'est mon interprétation personnelle, pas de la science, si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles cette planète est restée si longtemps la grande oubliée de l'exploration spatiale. Aucune sonde n'y est retournée depuis, aucune, 40 ans. La graine plantée à Uranus allait mettre 38 ans à germer. En attendant, Voyager 2 fonçait vers son dernier rendez-vous. Et celui-là allait offrir l'image la plus troublante de toute la mission. Quatrième monde, Neptune, le 25 août 1989. 12 ans de voyage, plus de 4 milliards de kilomètres, et une précision d'arrivée hallucinante. Après cette distance, la sonde passe à environ 4800 km au-dessus des nuages de Neptune, son survol le plus rapproché de toute la mission. Des ingénieurs ont comparé ça à réussir un putt de golf de plusieurs milliers de kilomètres. Moi je dis juste, essayez de lancer une pièce de Paris et de toucher une cible de la taille d'une fenêtre à New York. Voilà, c'est ce niveau-là. Et Neptune ne ressemble à rien de prévu. Cette planète reçoit environ 1000 fois moins d'énergie solaire que la Terre. Elle devrait être un monde figé, endormi, météorologiquement mort. À la place, Voyager 2 découvre les vents les plus violents jamais mesurés dans le système solaire, jusqu'à environ 2100 km/h, plus rapide que la vitesse du son sur Terre. Et une gigantesque tempête sombre, de la taille de la Terre entière, qu'on baptise la Grande Tache Sombre. Observation. Des vents supersoniques sur un monde quasi privé de soleil. Interprétation. Neptune rayonne plus d'énergie qu'elle n'en reçoit, environ 2,6 fois plus. Donc quelque chose, à l'intérieur,
produit de la chaleur. Hypothèse, une chaleur résiduelle de sa formation, une lente contraction, peut-être même des pluies de diamants dans ses profondeurs. Une idée sérieusement étudiée en laboratoire depuis. Mais honnêtement, le moteur exact de cette fournaise interne reste débattu aujourd'hui. Encore une porte que Voyager 2 a ouverte, sans que personne ne l'ait refermée depuis. Ah, et petit twist des années récentes. Quand Hubble a réobservé Neptune dans les années 90, la grande tache sombre avait disparu, envolée. D'autres taches sont apparues ailleurs depuis. Les tempêtes de Neptune naissent et meurent en quelques années. Encore une fois, vous commencez à connaître la chanson. L'instantané de Voyager n'était qu'un instantané. Mais le vrai choc de 1989, ce n'est pas Neptune, c'est sa lune, Triton. Triton est un monde glacé à environ moins 235 degrés Celsius, l'un des endroits les plus froids jamais mesurés à la surface d'un corps du système solaire. À cette température, l'azote lui-même gèle. Tout devrait y être d'une immobilité absolue, définitive, éternelle. Et pourtant, sur les images, les scientifiques repèrent des traînées sombres, puis des panaches, des geysers, des colonnes de gaz et de poussière qui jaillissent à environ 8 km de hauteur sur le monde le plus froid qu'on connaisse. De l'activité, de l'énergie, de la géologie vivante, là où la physique de l'époque n'attendait qu'un tombeau. Et Triton cache encore autre chose. Elle orbite à l'envers, dans le sens contraire de la rotation de Neptune. C'est la seule grande lune du système solaire à faire ça. Or, une lune qui se forme avec sa planète tourne forcément dans le même sens. Conclusion des scientifiques, et là on est sur une interprétation très solide, Triton ne s'est pas formé là. C'est un objet capturé. Un monde venu d'ailleurs, probablement de la ceinture de Kuiper, cette zone lointaine où vit Pluton, kidnappé par la gravité de Neptune il y a des milliards d'années. Autrement dit, la dernière lune visitée par Voyager 2 était une étrangère, un avant-goût, sans le savoir, de tout ce qui attendait la sonde au-delà des planètes. Comme si le système solaire lui avait envoyé un messager du dehors pour lui dire « Ce qui vient d'ailleurs ne ressemble pas à ce que tu crois. » Frisson, non, et je vous jure que je n'invente rien, orbite rétrograde, capture probable, geyser de 8 km, tout ça est dans les publications. Si je me suis planté sur un chiffre, la section commentaires est votre tribunal, allez-y. Après Triton, il n'y avait plus rien. Plus de planètes. Plus de rendez-vous. Juste le noir, pour toujours. Beaucoup pensaient que la mission était finie. Ils se trompaient. Le plus important commençait. Mais avant de retourner vers la frontière et ses anomalies, il faut que je vous parle des humains. Parce que cette histoire de machine est en secret une histoire de personnes. Et certaines d'entre elles y ont laissé leur vie entière. Il y a un homme dont le nom devrait être aussi connu que celui des astronautes, Edward Stone. Physicien, il devient le scientifique en chef du projet Voyager en 1972, 5 ans avant le lancement. Et il le reste pendant 50 ans, un demi-siècle sur la même mission. Il a pris sa retraite en 2022 et il s'est éteint en 2024, l'année même où les vieilles données d'Uranus révélaient leurs secrets. Un demi-siècle a accompagné 2 machines de la Terre jusqu'aux étoiles. Il existe très peu d'êtres humains dont on peut dire que leur œuvre quittera littéralement le système solaire. Il y a aussi Suzanne Dodd, qui a commencé sur Voyager comme jeune ingénieure au moment du survol de Neptune, et qui dirige aujourd'hui la mission. Elle décrit son travail actuel avec une image que je trouve magnifique et terrible à la fois. Gérer les Voyagers, dit-elle en substance, c'est prendre soin d'un patient très âgé. On ne peut plus le guérir. On peut seulement prolonger, doucement, chaque année qui reste. Et il y a ce détail qui me hante un peu. Les ordinateurs des Voyager sont programmés dans des langages des années 70 sur une architecture qui n'existe plus nulle part ailleurs. Les ingénieurs capables de leur parler couramment se comptent sur les doigts des mains et beaucoup ont l'âge de la retraite. Quand la NASA a dû déboguer Voyager 1 récemment, l'équipe a passé des mois à fouiller des documents papier vieux de plusieurs décennies stockés dans des cartons. Des cartons. Le savoir nécessaire pour parler à nos ambassadrices interstellaires est en train de devenir une langue morte. Et pour couronner le tout, Voyager 2 file vers le sud céleste, si bas sous le plan des orbites qu'une seule antenne au monde peut lui envoyer des commandes. L'antenne géante de 70 mètres de Canberra, en Australie. Une seule. Quand cette antenne a dû fermer 11 mois pour rénovation, en 2020, l'humanité a été incapable de dire quoi que ce soit à Voyager 2 pendant presque un an. La sonde a continué son travail, seule dans le noir,
en écoutant un silence total venu de la Terre. Et quand l'antenne rénovée a enfin rappelé, la vieille dame a répondu, fidèle au poste. C'est peut-être ça, le vrai miracle de cette mission. Pas les gyroscopes, pas le plutonium, la fidélité. Alors maintenant, remettez tout bout à bout. Une fenêtre de lancement qui s'ouvre tous les 176 ans. Une sonde qui panique à la naissance et survit. Une plateforme grippée, soignée à distance. Une planète photographiée le jour d'une tempête solaire. Une lune kidnappée qui crache des geysers. Et une équipe humaine qui traverse les générations pour maintenir le fil. Tout ça n'était que le prologue. Parce qu'au-delà de Neptune, dans le noir absolu, Voyager 2 allait passer 30 ans à voler vers une frontière invisible. Et ce qu'elle allait y mesurer, le plasma trop chaud, le champ magnétique impossible, la membrane qui respire, allait poser à la science une question qu'elle n'a toujours pas résolue. De quoi, exactement, notre bulle nous protège-t-elle? Et que se passera-t-il le jour où cette bulle changera? C'est là que je vous emmène dans la prochaine partie. Et je vous préviens, c'est là que cette histoire cesse d'être de l'exploration, pour devenir quelque chose qui nous concerne tous, personnellement. Reprenons là où je vous ai laissé. Après Neptune, en 1989, Voyager 2 plonge dans le noir. Plus aucune planète devant elle, plus jamais. Et pendant 18 ans, il ne se passe presque rien. 18 ans de vide, de routine, de mesures discrètes. La sonde vieillit, les équipes se réduisent, le monde l'oublie un peu. Puis, en août 2007, ses instruments s'affolent. Voyager 2 vient de percuter quelque chose. Pas un objet, une frontière invisible qu'on appelle le choc terminal. C'est l'endroit où le vent solaire, après avoir soufflé librement pendant des milliards de kilomètres, ralentit brutalement en sentant la résistance du milieu interstellaire. Il passe d'un coup d'une vitesse supersonique à une vitesse subsonique. Comme l'eau d'un robinet qui frappe le fond de l'évier, elle file en nappe fine, puis, à une certaine distance, elle forme ce petit bourrelet circulaire où tout ralentit. Regardez dans votre évier ce soir. Ce bourrelet, c'est le choc terminal. Vous avez une maquette du bord du système solaire dans votre cuisine. Bon, jusque-là, tout va bien. Le choc terminal était prévu par les modèles. Sauf que, Voyager 2 l'a franchi à environ 84 unités astronomiques du Soleil. Or, Voyager 1, 3 ans plus tôt, l'avait franchi à environ 94 unités astronomiques. 10 unités astronomiques d'écart. 1,5 milliard de kilomètres de différence. Pour la même frontière. Alors oui, une partie de l'écart s'explique par le cycle solaire, la bulle qui respire, tout ça. Mais les analyses ont pointé autre chose, de bien plus étrange. La bulle n'est pas symétrique, elle est cabossée, enfoncée d'un côté, comme une balle de ping-pong qu'on aurait pressée avec le pouce. Et le suspect numéro 1 de ce cabossage, c'est le champ magnétique interstellaire, qui appuierait sur notre bulle de l'extérieur, de façon inégale. Notez ce que ça implique, parce que c'est vertigineux. Pour la première fois, on ne mesurait plus seulement notre système, on mesurait la pression que le reste de la galaxie exerce sur notre système. La main invisible du dehors, imprimée dans la forme de notre maison. Et là, une question s'impose, non? Si la bulle est cabossée, quelle est sa forme complète? Accrochez-vous. Parce que la réponse honnête, en 2026, c'est « on se dispute encore ». Pendant des décennies, l'image officielle était celle d'une comète. Un nez arrondi à l'avant, dans la direction où le Soleil avance à travers la galaxie, et une immense queue traînante à l'arrière, longue de milliers d'unités astronomiques. Cette image était dans tous les manuels, tous les documentaires, toutes les animations. La mienne aussi, à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Puis, en 2008, la NASA lance un petit satellite discret, IBEX. Sa mission, cartographier la frontière. Sans y aller. Comment? Grâce à une astuce géniale. Quand des particules chargées interagissent à la frontière, certaines deviennent des atomes neutres. Et les atomes neutres, eux, ne sont plus prisonniers des champs magnétiques. Ils filent en ligne droite. Certains reviennent vers nous. IBEX les capte, note leur direction d'arrivée et pixel par pixel, atome par atome, dessine une carte de la frontière depuis l'orbite terrestre. C'est comme cartographier les murs d'une pièce plongée dans le noir en écoutant les échos. En 2009, la première carte tombe, et personne, je dis bien personne, n'avait prédit ce qu'elle montrait. Une immense bande lumineuse traverse le ciel de la frontière, un arc gigantesque d'émissions intenses qu'on a appelé le ruban d'Ibex. Aucun modèle ne l'avait anticipé. Aucun. Les théoriciens sont littéralement retournés à leur tableau.
Aujourd'hui, l'hypothèse dominante relie ce ruban à l'orientation du champ magnétique interstellaire. Encore lui, toujours lui, ce champ qui décidément a son mot à dire sur tout. Mais des questions restent ouvertes, et le ruban évolue même avec le cycle solaire, ce qui complique tout. Et pendant qu'Ibex brouillait les cartes, un instrument de la sonde Cassini, en orbite autour de Saturne, apportait ses propres mesures d'atomes neutres, qui suggéraient une bulle plus ronde que prévu, presque sans grande queue de comète. Puis en 2020, l'astrophysicienne Mera Woffer et son équipe publient un modèle qui a fait grincer des dents et sourire à la fois. Selon leurs calculs, l'héliosphère ressemblerait à un croissant. Ou, soyons honnêtes avec la description originale, à un croissant dégonflé à 2 lobes. Notre majestueuse bulle cosmique. Un croissant. Alors récapitulons la situation scientifique réelle. Une comète selon les uns, une sphère selon les autres, un croissant selon les troisièmes. 3 familles de modèles, chacune appuyée sur de vraies données, chacune contredite par d'autres vraies données. Voilà où on en est. On vit tous à l'intérieur d'une structure gigantesque, dont l'humanité ne connaît pas la forme. Et je trouve ça à la fois humiliant et absolument magnifique. Mais attends, vous allez me dire, on a 2 sondes sur place, non? Elles n'ont pas tranché? Non. Et voilà pourquoi, et c'est un point crucial que beaucoup de vidéos oublient, 2 sondes, ce sont 2 points. 2 trous d'épingle dans un rideau de la taille du système solaire. Déduire la forme de l'héliosphère à partir des 2 voyagers, c'est comme deviner la forme d'un continent en ayant touché 2 plages. Les voyagers donnent la vérité absolue en 2 endroits. Ibex donne une vue globale, mais indirecte, et entre les deux, les modèles se battent. Voilà pour la forme. Mais je vous dois maintenant la réponse à la question que j'ai laissée ouverte à la fin de la partie précédente. La question qui transforme cette histoire de sonde lointaine en quelque chose d'intime. De quoi cette bulle nous protège-t-elle, exactement? Et qu'arrive-t-il quand la protection faiblit? La réponse tient en 2 mots, rayons cosmiques. Des particules, surtout des protons et des noyaux atomiques, accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière par les événements les plus violents de la galaxie. Explosions d'étoiles, restes de supernovas, monstres cosmiques en tout genre. La galaxie en est saturée. C'est une pluie permanente, invisible, qui tombe de partout, tout le temps. Notre héliosphère en bloque environ 70%. Le champ magnétique terrestre et l'atmosphère filtrent une grande partie du reste. C'est cet empilement de boucliers qui fait que vous pouvez regarder cette vidéo tranquillement au lieu de vivre dans un bunker. Maintenant, l'expérience de pensée qui fâche. Que se passerait-il si la bulle rétrécissait? Pas de panique, c'est de la science, pas du sensationnalisme, mais suivez-moi bien parce que ça va devenir troublant. Le Soleil ne reste pas sur place. Il orbite autour du centre de la galaxie à environ 220 km par seconde en traversant des régions très différentes. En ce moment, nous voyageons à l'intérieur d'une structure qu'on appelle le nuage interstellaire local, un petit nuage de gaz ténu, et les mesures suggèrent que nous sommes proches de son bord. Dans quelques milliers d'années, une paille, à l'échelle cosmique, le système solaire pourrait en sortir et entrer dans un environnement voisin, comme le nuage G, aux propriétés différentes. Et alors voilà le point clé. La taille de notre bulle dépend du bras de fer entre le vent solaire qui pousse depuis l'intérieur et le milieu interstellaire qui presse depuis l'extérieur. Changez la densité du milieu extérieur et la bulle change de taille. Un milieu plus dense égale une bulle comprimée, égale moins de protection, égale plus de rayons cosmiques jusqu'à nous. Question évidente, est-ce que c'est déjà arrivé? Réponse, très probablement oui. Et on en a peut-être retrouvé les cicatrices. Au fond des océans, dans les croûtes qui se déposent sur des millions d'années, les scientifiques ont détecté du fer 60, un isotope radioactif du fer qui n'est pas produit naturellement sur Terre. Sa source principale connue, les explosions d'étoiles. Les dépôts datent d'il y a environ 2 à 3 millions d'années. Autrement dit, à l'époque où nos ancêtres commençaient tout juste à tailler des pierres, de la poussière d'étoiles mortes pleuvait sur la Terre, littéralement. Il y a de la cendre de supernova dans le plancher de nos océans. Prenez une seconde pour digérer ça. Et des travaux publiés en 2024 ont poussé l'idée plus loin. Selon ces modélisations, il y a environ 2 à 3 millions d'années, le système solaire aurait pu traverser un nuage interstellaire si dense que l'héliosphère se serait effondrée jusqu'à une taille ridicule, potentiellement plus petite que l'orbite de la Terre elle-même. Vous réalisez ce que ça signifierait?
Pendant cette traversée, la Terre serait sortie de la bulle. Notre planète, nue, exposée directement au milieu interstellaire et à sa pluie de rayons cosmiques, sans le bouclier du Soleil. Attention, rigueur oblige. Et vous savez que j'y tiens. Le fer 60, c'est une observation solide. L'effondrement de l'héliosphère, c'est une modélisation, débattue, pas un fait acquis. Certains chercheurs y voient même un lien possible avec des changements climatiques ou évolutifs de cette époque, mais là on entre dans l'hypothèse, avec un grand H. 3 niveaux, observation, interprétation, hypothèse. Ne les mélangez jamais, et méfiez-vous des vidéos qui les mélangent pour vous. Mais voilà pourquoi les anomalies de Voyager 2 ne sont pas un sujet de niche pour astrophysiciens. Comprendre l'héliosphère, sa forme, sa solidité, sa façon de réagir au milieu extérieur, c'est comprendre l'histoire du bouclier sous lequel la vie terrestre a évolué. Et peut-être, un jour, prévoir ses faiblesses futures. Une machine de 1977 est en train de nous aider à écrire le bulletin météo de notre voyage à travers la galaxie. Alors forcément, la question suivante brûle les lèvres. Qu'est-ce qu'on envoie après les Voyager? Et c'est là que l'histoire devient douce amère. Il y a du positif. En 2025, la NASA a lancé IMAP, un successeur d'IBEX bien plus puissant, pour cartographier la frontière avec une précision inédite, toujours à distance, depuis le voisinage de la Terre. Les cartes vont s'affiner. Le ruban va livrer une partie de ses secrets, probablement. Mais pour aller sur place, là, le tableau est brutal. Le grand projet dont rêvent les scientifiques s'appelle Interstellar Probe, une sonde conçue dès le départ pour l'espace interstellaire, pas reconvertie comme les Voyager, capable d'atteindre plusieurs centaines d'unités astronomiques avec des instruments modernes. Le concept existe, les études sont faites, mais aucun lancement n'est engagé. Et même dans le meilleur des mondes, entre la décision, la construction et le voyage, on parle de décennies avant les premières données frontalières. Faites le calcul avec moi. Les Voyagers s'éteindront vraisemblablement dans les années 2030. Une éventuelle sonde interstellaire n'atteindrait la frontière, au mieux, que bien des années après. Entre les deux, un trou. Une génération entière, peut-être davantage, pendant laquelle aucun instrument humain ne mesurera directement le milieu interstellaire. Nous sommes la génération qui a ouvert les yeux au-delà de la bulle et qui va les refermer, en sachant qu'ils sont fermés. C'est une pensée étrange, non? Presque douloureuse. Nos petits-enfants étudieront la frontière interstellaire dans les archives de 2 machines lancées quand leurs grands-parents étaient enfants. Et ça nous amène à la dernière pièce de cette histoire, la plus célèbre et, je trouve, la plus mal comprise. Le disque d'or. Vous en avez tous entendu parler. Accroché au flanc de Voyager 2, un disque de cuivre plaqué or de 30 cm de diamètre. Mais laissez-moi vous montrer ce que la version courte oublie toujours. Ce disque contient des salutations en 55 langues. Environ 90 minutes de musique, Bach, Beethoven, du gamelan de Java, des percussions sénégalaises, du Chuck Berry. Plus d'une centaine d'images encodées, une mère et son enfant, la structure de l'ADN, une page de manuel, des dauphins, un embouteillage. Des sons de la terre, le vent, le tonnerre, un baiser, le cri d'une baleine, le décollage d'une fusée. Et puis il y a l'élément le plus fou. Pendant la préparation du disque, en 1977, la directrice créative du projet, Anne Druyan, a eu une idée. Enregistrer l'activité électrique d'un cerveau humain, le sien, et la graver sur le disque. 1 heure de ces ondes cérébrales, compressées en quelques minutes de données. Et voici le détail qui transforme cette anecdote en poème. Quelques jours avant l'enregistrement, Anne Druyan et Carl Sagan, le célèbre astronome qui dirigeait le projet, venaient de se fiancer en secret. Pendant l'enregistrement, elle a donc pensé, entre autres, à son amour naissant. Ce qui veut dire, très littéralement, que quelque part dans le noir interstellaire, à des milliards de kilomètres, voyagent les pensées d'une femme amoureuse, gravées dans du cuivre plaqué or. Si un jour une intelligence lointaine décode ce disque, elle trouvera des mathématiques, de la musique, et un battement de cœur humain saisi au moment précis où il débordait. On a mis nos équations sur ce disque, mais on a aussi mis nos sentiments, et je ne connais aucun autre objet fabriqué par l'homme dont on puisse dire ça.
Ah, et l'ingénierie du message est délicieuse aussi. La pochette du disque porte un schéma expliquant comment le lire, une carte de pulsar localisant notre Soleil dans la galaxie et un échantillon d'uranium-238 dont la désintégration, demi-vie de 4 milliards et demi d'années, sert d'horloge. En mesurant ce qu'il en reste, un découvreur pourra calculer depuis combien de temps la sonde voyage. Une montre atomique offerte avec la lettre. Franchement, chapeau. Combien de temps le disque survivra-t-il? Les estimations donnent le vertige. Protégé du pire par le vide et par sa position, il pourrait rester lisible pendant des milliards d'années. Des milliards. La Terre aura été transformée au point d'être méconnaissable. Le Soleil lui-même aura gonflé en géante rouge. Et quelque part, un disque d'or portera encore le rire d'un enfant enregistré en 1977. Voyager 2 n'est plus vraiment une sonde, à ce stade. C'est une bouteille à la mer, la nôtre, et son itinéraire est déjà écrit. Dans environ 40 000 ans, passage au large de l'étoile Ross 248. Dans quelque chose comme 296 000 ans, elle croisera les parages de Sirius, l'étoile la plus brillante de notre ciel. Personne ne sera là pour envoyer la carte postale, mais elle passera quand même. Alors voilà, il est temps de refermer cette histoire, enfin, de la refermer autant qu'elle peut l'être. Parce que vous l'avez compris depuis un moment, cette histoire ne se referme pas. Reprenons le fil complet, une dernière fois. Une fenêtre céleste qui s'ouvre tous les 176 ans, saisie in extremis. Une machine à 8000 instructions par seconde qui visite 4 mondes et se trompe de pronostic à chaque fois. Ou plutôt, qui prouve que nos pronostics se trompaient à chaque fois. Des volcans où on attendait des cailloux morts. Des océans possibles sous la glace, une planète jugée pendant 40 ans sur une seule journée de tempête. Des geysers sur le monde le plus froid connu, une frontière qui devait être un mur et qui s'est révélée membrane, poreuse, cabossée, mouvante, plus chaude que prévu, traversée de champs magnétiques qui ne se comportent pas comme ils devraient. Une bulle dont on ignore la forme, un ruban dans le ciel que personne n'avait prédit, et des cendres d'étoiles mortes au fond de nos océans, souvenir possible d'une époque où notre bouclier a flanché. Vous voyez le motif maintenant. Ce n'est pas que Voyager 2 a fait une découverte inimaginable. C'est qu'elle a passé 49 ans à démontrer, frontière après frontière, la même vérité dérangeante. L'univers ne se conforme pas à nos modèles. Jamais complètement. Nos cartes sont toujours provisoires. Et le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller. Alors je vous laisse avec cette image, la seule qui compte vraiment. Ce soir, quand vous éteindrez votre téléphone, il y aura à 21 milliards de kilomètres au-dessus de votre tête, ou en dessous, ça dépend de l'heure, une machine plus vieille que la plupart d'entre nous, presque aveugle, presque sourde, chauffée par les dernières miettes de son plutonium, qui continuera de faire la seule chose qu'elle sait faire, mesurer et raconter. 160 bits par seconde, un murmure, le plus long murmure de l'histoire humaine. Et peut-être que c'est ça, au fond, la découverte inimaginable de Voyager 2. Pas une particule, pas une frontière, pas une planète. Mais la démonstration, sur un demi-siècle, qu'une civilisation capable de douter de ses propres certitudes et d'envoyer ses questions dans le noir, sans garantie de réponse, n'est plus tout à fait prisonnière de son étoile. Le mystère de la frontière n'est pas résolu. Il ne le sera pas de sitôt. Mais peut-être que ce mystère n'est pas une exception. Peut-être que c'est une clé. La clé qui nous rappelle que nous vivons à l'intérieur d'une question, et que les questions, contrairement aux réponses, ne s'épuisent jamais. Si cette plongée vous a marqué, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, parce que des mystères comme celui-là, l'univers en a des réserves infinies et on va aller les chercher ensemble. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez gravé sur le disque d'or, une chanson, un son, une image, je suis vraiment curieux de lire vos réponses. Et si vous avez repéré une erreur quelque part, corrigez-moi. Ici, on fait comme les scientifiques de Voyager, on révise les modèles quand les données parlent. Là-haut, dans le noir, le murmure continue. Merci de l'avoir écouté avec moi. À très vite, pour la prochaine frontière. Je veux vous emmener à l'intérieur de ce moment. Pas la version résumée des communiqués de presse, la vraie texture de ce qui s'est passé. Alors reconstituons la scène à partir de ce que les équipes ont raconté publiquement. Et je précise honnêtement, les dialogues exacts, personne ne les a. Mais les faits, les dates, les chiffres, tout ce qui suit est documenté. Début novembre 2018. Au Jet Propulsion Laboratory, les données de Voyager 2 arrivent comme elles arrivent depuis 41 ans, en retard.
chaque paquet de bits a voyagé plus de 16h30 avant de toucher une antenne terrestre. Quand un scientifique regarde une mesure de Voyager 2, il regarde littéralement le passé, le matin du système solaire d'hier. Depuis des semaines, l'équipe sent que quelque chose approche. Le taux de particules solaires détecté par la sonde baisse doucement. Le taux de rayons cosmiques galactiques, les particules venues du dehors, grimpe. Les deux courbes se croisent lentement, comme deux respirations qui s'échangent. Tout le monde connaît la signification de ce ciseau. La frontière est proche. Mais personne ne sait si elle est à une semaine, à un mois, à un an. La frontière bouge, vous vous souvenez. Elle respire. On ne prend pas rendez-vous avec elle. Et puis, autour du 5 novembre, les courbes ne se contentent plus de glisser. Elles décrochent. Le compteur de particules solaires plonge, presque à zéro. En parallèle, les rayons cosmiques bondissent et se stabilisent sur un plateau haut. Et surtout, l'instrument que Voyager 1 n'avait plus, le fameux détecteur de plasma PLS, envoie SA mesure, la densité du milieu autour de la sonde vient d'être multipliée par environ 20, en l'espace d'une journée de données. Il faut comprendre ce que ressent une équipe devant ça. Certains de ces chercheurs attendaient CE relevés précis depuis les années 70. Il y a, dans ces bureaux, des gens qui ont été embauchés avant le lancement, qui ont élevé des enfants, qui les ont vus partir de la maison, pendant que leur sonde traversait le vide vers ce moment-là. 41 ans d'attente pour une colonne de chiffres, et pourtant, pas de champagne, pas tout de suite, parce que la science, la vraie, c'est la paranoïa organisée. Une chute de particules, ça peut être un caprice du vent solaire. Un saut de densité, ça peut être une structure locale, une vague, un pli de la frontière sans traversée réelle. Voyager 1 elle-même avait connu des fausses sorties qui avaient enflammé puis refroidi les espoirs. Alors pendant des semaines, l'équipe croise les instruments, le plasma dit dehors. Les particules disent dehors, les rayons cosmiques disent dehors, le champ magnétique dit dehors, mais avec cette orientation alignée dont je vous ai déjà parlé, ce détail qui n'aurait pas dû être là et qui souriait aux chercheurs comme une énigme au milieu de la fête. Le 10 décembre 2018, à une conférence de l'Union américaine de géophysique, l'annonce tombe officiellement. Voyager 2 a quitté l'héliosphère le 5 novembre à 119,7 unités astronomiques. L'humanité possède désormais 2 points de mesure dans le milieu interstellaire, 2 trous d'épingle dans le rideau. Et voici le détail de cette scène que je trouve le plus émouvant. Et franchement, il me touche à chaque fois que j'y repense. Le communiqué scientifique célébrait la traversée. Mais dans les couloirs, ce qui dominait, d'après les témoignages, c'était autre chose. La conscience aiguë que ce moment ne se reproduirait pas. Aucune autre sonde en route. Aucun 3e point de mesure avant des décennies. L'équipe ne vivait pas seulement une première historique. Elle vivait, en direct, une dernière. On a l'habitude de célébrer les premières fois. On oublie que l'exploration a aussi ses dernières fois, et qu'on ne les reconnaît presque jamais sur le moment. Là, ils savaient. Ils savaient exactement ce qu'ils étaient en train de fermer derrière eux. Gardez cette émotion en tête, parce que 5 ans plus tard, la même équipe allait vivre 37 heures qui ressemblaient à des funérailles anticipées. Le 21 juillet 2023, quelqu'un envoie à Voyager 2 une série de commandes de routine. À l'intérieur, une erreur, minuscule, le genre d'erreur qui, sur n'importe quel autre système au monde, se corrige d'un clic. La commande fait pivoter l'antenne principale de la sonde de 2 degrés. 2 degrés. Tenez votre bras tendu devant vous, la largeur de votre pouce, c'est à peu près 2 degrés. Rien. Sauf que l'antenne de Voyager 2 doit viser la Terre, une cible située à plus de 19 milliards et demi de kilomètres. À cette distance, 2 degrés de travers, et votre faisceau radio rate la planète entière. Large. Le lien tombe. Plus de données qui descendent. Plus de commandes qui montent. Et là, mesurez bien l'ironie cruelle de la situation. La commande qui pourrait corriger l'orientation doit passer par l'antenne qui n'écoute plus dans la bonne direction. C'est le serpent qui se mord la queue, version interstellaire. Comment réveiller quelqu'un qui n'entend plus votre voix? Premier réflexe des ingénieurs, vérifier les sécurités. Et bonne nouvelle, enfin, bonne. Voyager 2 possède une routine ancienne, gravée dans sa mémoire. Plusieurs fois par an, elle recale automatiquement son antenne sur la Terre en se guidant sur des repères célestes. Prochain recalage prévu, le 15 octobre, dans presque 3 mois. 3 mois de silence total. En théorie, la sonde survivrait. En théorie.
Mais 3 mois sans télémétrie sur une machine de 46 ans, c'est 3 mois sans savoir si un autre problème, plus grave, est en train de couver à bord. Personne n'avait envie de vivre ça, et je soupçonne, interprétation personnelle, que personne n'avait envie non plus d'expliquer au monde qu'on avait égaré Voyager 2 sur une faute de frappe. Alors l'équipe tente un premier coup. Écouter. Pas communiquer, juste écouter, avec les moyens les plus extrêmes du Deep Space Network, en fouillant le bruit de fond du ciel à la recherche du moindre reste de signal. Et le 1er août, ils le trouvent. Une porteuse. Pas de données, pas de contenu, juste la fréquence nue de l'émetteur, dégradée, ultra faible, mais là. L'équipe lui a donné un nom qui dit tout, le battement de cœur. La sonde était vivante, désorientée, muette, mais vivante, quelque part dans le noir, émettant fidèlement vers une terre qu'elle ne visait plus. Vous savez ce que c'est, ce moment? C'est le moment où on entend quelqu'un respirer derrière une porte fermée. On ne peut pas encore lui parler, mais on sait qu'il est là. Alors les ingénieurs montent le plan B, un plan d'une simplicité brutale. Si la sonde n'écoute plus qu'à moitié, dans une mauvaise direction, alors il faut crier. Prendre la commande de réorientation, la charger sur l'antenne géante de Canberra, 70 mètres de diamètre, la seule au monde capable de parler à Voyager 2, on en a déjà parlé, pousser l'émetteur à très haute puissance, viser non pas où la sonde écoute, mais là où elle estait, en espérant que le lobe dégradé de son antenne de travers attrape assez de signal pour comprendre l'ordre. Les ingénieurs eux-mêmes ont appelé ça le cri interstellaire. Et le 4 août, Canberra crie. Et maintenant, faites l'expérience du temps avec moi, parce que c'est ça, la vraie scène. Le signal part d'Australie à la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde, rien dans l'univers ne va plus vite. Et à cette vitesse-là, il lui faut plus de 18 heures pour atteindre la sonde. 18 heures, pendant lesquelles il n'y a strictement rien à faire, ni accélérer, ni vérifier, ni rappeler. Le cri est parti. Il traverse l'orbite de Mars, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune. Il traverse la ceinture de Kuiper. Il franchit l'héliopause. Oui, le cri lui-même quitte l'héliosphère, pensez-y. Puis, si la sonde l'entend, si elle exécute, si l'antenne se réaligne, sa réponse mettra encore plus de 18 heures à revenir. Total, environ 37 heures. Un aller-retour d'1 jour et demi pour une seule phrase. C'est la conversation la plus lente de l'humanité. 37 heures. Qu'est-ce qu'on fait pendant 37 heures pareilles? On dort mal. On revient au bureau trop tôt. On refait les calculs qu'on a déjà refaits. Certains membres de ces équipes travaillent sur Voyager depuis plus longtemps que durent la plupart des carrières entières. Pour eux, ce n'était pas un satellite en panne. C'était l'œuvre d'une vie, suspendue à un pari acoustique. Et puis, dans la nuit du 4 août, les écrans de télémétrie se rallument. Données propres. Antenne réalignée. Voyager 2, de retour, comme si de rien n'était, reprenant son rapport là où elle l'avait laissé. La vieille dame avait entendu le cri à travers 19 milliards et demi de kilomètres et elle s'était retournée vers la maison. Il paraît que dans la salle, ce jour-là, on a ri autant qu'on a soufflé. Moi, ce que je retiens, c'est autre chose. Cette panne stupide a offert à l'humanité une répétition générale du jour où le silence sera définitif, un avant-goût du deuil. Et la démonstration que, ce jour-là, il y aura encore des gens pour crier dans le noir jusqu'au bout. Dites-moi que je ne suis pas le seul à trouver ça bouleversant. Vraiment, dites-le moi en commentaire. Bon, respirons, parce qu'il me reste à vous ouvrir 2 portes plus cérébrales, mais je vous promets qu'elles valent le détour. La première, le duel des modèles, vu de l'intérieur. La seconde, le moment précis où la découverte inimaginable sur Uranus a eu lieu. Je vous ai dit que la forme de l'héliosphère faisait débat. Comète, sphère, croissant. Mais je ne vous ai pas dit pourquoi des scientifiques compétents, avec les mêmes données publiques, arrivent à des formes aussi différentes. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que ce désaccord est une leçon de science en direct. Le modèle comète, d'abord. Son raisonnement est d'une logique limpide. Le Soleil avance à travers le milieu interstellaire. Tout objet qui avance dans un fluide comprime ce qui est devant et laisse un sillage derrière. Un bateau fait une vague d'étrave et un sillage. Donc l'héliosphère devrait avoir un nez comprimé à l'avant et une longue queue à l'arrière. Pendant des décennies, ce modèle a été le modèle, appuyé par des simulations solides. Puis les mesures d'atomes neutres, celles de l'instrument de Cassini, croisées avec Ibex, ont raconté autre chose.
En chronométrant la façon dont les émissions de la frontière répondaient au sursaut du vent solaire, les chercheurs ont trouvé des temps de réponse trop semblables dans toutes les directions. Or, si la queue était vraiment immensément longue, sa réponse aurait dû traîner loin derrière celle du nez. Conclusion de cette équipe, la bulle est plus ronde qu'on le croyait. Pas de grande queue de comète. Et enfin, le modèle croissant de l'équipe de Mehrav-Ophir. Leur argument secret, c'est une population de particules dont on ne parle jamais dans les vulgarisations et que je vous offre en exclusivité de cette vidéo, les ions interstellaires capturés. Suivez-moi, ces 2 phrases. Des atomes neutres venus du milieu interstellaire entrent librement dans notre bulle. Les champs magnétiques ne les arrêtent pas, puisqu'ils sont neutres. Puis, près du Soleil, ils perdent un électron, deviennent chargés, et se font capturer par le vent solaire, qu'ils accompagnent désormais vers l'extérieur, en transportant énormément d'énergie thermique. Or, les simulations d'Ophir suggèrent que ces ions capturés dominent la pression dans la région frontalière, et qu'ils se refroidissent et s'échappent d'une manière qui dégonfle la queue et sculpte la bulle en 2 lobes. D'où le croissant. Et détail savoureux, ces fameux ions capturés, c'est précisément une des populations que les instruments des Voyager, conçus dans les années 70, mesurent MAL. Nos 2 témoins sur place sont partiellement aveugles. Exactement sur la quantité qui départagerait le débat. Si l'univers a le sens de l'humour, il l'a placé là. Voilà pourquoi le duel dure. Chaque camp tient une vraie pièce du puzzle. Aucun ne tient la boîte avec l'image sur le couvercle. Et voilà pourquoi la mission IMAP, lancée en 2025, est si attendue. Ces détecteurs cartographient justement ces populations de particules avec une finesse inédite. Dans les prochaines années, une des 3 cartes va probablement gagner. Peut-être même qu'aucune des 3 ne gagnera et qu'une 4e forme, encore non imaginée, émergera. Au point où on en est, honnêtement, je ne parierai plus contre l'univers. Et maintenant, la dernière scène, celle que vous attendez. Le moment exact de la découverte inimaginable. 2024. Jet Propulsion Laboratory, encore lui. Un chercheur spécialiste des magnétosphères, Jamie Jasinski, travaille sur les environnements magnétiques des planètes. Un sujet redevenu brûlant, parce que la communauté scientifique américaine a officiellement classé une mission vers Uranus parmi ses grandes priorités de la décennie. Pour préparer une telle mission, il faut ressortir la seule vérité de terrain disponible, les données du survol de 1986. Et en replongeant dans ces archives, l'équipe fait ce que, étrangement, presque personne n'avait fait de façon aussi frontale en 38 ans, au lieu de regarder seulement ce que Voyager 2 a mesuré à Uranus. Ils regardent ce que le Soleil faisait avant l'arrivée de la sonde, la météo spatiale des jours précédents, le contexte. Et le contexte hurle. Dans les jours qui précèdent le survol du 24 janvier, les données montrent que le vent solaire s'est brutalement intensifié, une bouffée de pression dynamique exceptionnelle fonçant vers Uranus. Le genre d'assaut qui écrase une magnétosphère la comprime dramatiquement et vide en partie son contenu de plasma. L'équipe quantifie la rareté de ces conditions. De tels états ne règnent, autour d'Uranus à cette saison, qu'environ 4% du temps. 4%. Retournez le chiffre dans l'autre sens, si Voyager 2 était arrivé à peine une semaine plus tôt ou plus tard, il y avait environ 96% de chances, 96, la langue à fourcher, de trouver une Uranus normale. Une magnétosphère plus vaste, garnie de plasma, ressemblant davantage à celle des autres géantes. Toute l'étrangeté fondatrice d'Uranus, la magnétosphère vide, les ceintures de radiation anormales, reposaient, au moins en partie, sur un accident de calendrier. L'étude paraît dans Nature Astronomy en novembre 2024, et son onde de choc dépasse largement Uranus, pour 3 raisons que je vous donne dans l'ordre croissant d'importance. 1. Les lunes. Si la magnétosphère normale est plus grande, alors Titania et Oberon, les lunes majeures, orbitent probablement à l'intérieur du bouclier magnétique la plupart du temps. Pourquoi c'est énorme ? Parce qu'une des techniques rêvées pour détecter un océan caché sous la glace d'une lune consiste à mesurer comment cette lune perturbe le champ magnétique dans lequel elle baigne. Un océan salé, conducteur, laisse une signature magnétique. C'est comme ça qu'on a renforcé le dossier de l'océan d'Europe autour de Jupiter. Une magnétosphère uranienne plus accueillante, c'est un laboratoire de détection d'océans qui rouvre. Les mondes océans potentiels autour d'Uranus reviennent officiellement dans la course. 2. La méthode.
Cette étude a rappelé à toute la communauté une règle qu'on énonce facilement et qu'on oublie tout aussi facilement. Un survol unique n'est pas un portrait, c'est une photo volée. Combien d'autres faits de la planétologie reposent sur quelques heures de données? Le survol de Mercure par Mariner 10, les instantanés de Pluton par New Horizons, magnifiques, historiques, mais une seule journée rapprochée. Chaque manuel contient des phrases écrites au présent de vérité générale, à partir d'un après-midi de mesure. Cette étude de 2024, c'est un post-it géant collé sur toute la discipline, vérifier la météo du jour de la photo. Et 3, la raison qui me donne des frissons, la source. Cette découverte de 2024 ne vient pas d'un nouveau télescope à $1 milliard. Elle vient d'une machine lancée en 1977 et de données qui dormaient dans des archives depuis 38 ans. Voyager 2 a fait une découverte majeure, 47 ans après son lancement, sans le savoir, rétroactivement. Ces données sont comme la lumière des étoiles mortes. Elles continuent d'arriver et de révéler des choses longtemps après l'instant de l'émission. Et ça change la façon dont il faut penser toute cette mission. Le trésor de Voyager 2 n'est pas seulement ce qu'elle mesure aujourd'hui avec ses derniers watts. C'est l'intégralité de ses 49 ans d'archives, des téraoctets de passé qui attendent, quelque part, la bonne question. La sonde s'éteindra dans quelques années. Ces découvertes, elles, n'ont probablement pas fini de se produire. Réfléchissez-y 2 secondes. Quelque part, en ce moment, dans les archives de Voyager 2, il y a peut-être une découverte majeure déjà enregistrée, déjà transmise, déjà stockée, que personne n'a encore remarquée. Elle attend. Elle attend juste que quelqu'un, un jour, regarde la météo du bonjour. Et si c'était ça, la vraie définition d'une grande mission? Pas une machine qui répond aux questions de son époque, mais une machine qui enregistre assez de réalité pour répondre aux questions des époques suivantes. Voyager 2 n'a pas fini de parler. Même son silence, quand il viendra, ne sera pas la fin. Ce sera juste le moment où elle cessera d'ajouter des pages à un livre que nous n'avons pas fini de lire.